L'intelligence artificielle peut être mise au service du handicap de manière directe ou indirecte. Avant même l'arrivée sur le poste, en fait, de la personne concernée, l'IA peut être utilisée pour favoriser l'inclusion. L'une des choses les plus importantes, c'est de discuter avec son enfant. Tu vois, bien sûr, le plus connu, c'est la dyslexie, par exemple, là où vous avez, en gros, les lettres, elles dansent. Quand tu es différent et que tu saisis pas forcément le premier degré, enfin le second degré, pardon. Degré, ouais. En fait, ça te protège. Ah ouais, carrément. Où il y a les messages qui vont avoir du mal à passer, ce qui fait qu'il y a des gestes qui vont être plus difficiles à faire que d'autres. Par exemple, moi, je sais que c'est éplucher les légumes. L'intelligence artificielle va pouvoir les aider à formaliser, à synthétiser, à construire des plans stratégiques. C'est ça, en fait, tout est dans ta tête. Ouais. C'est clair dans ta tête. Mais pour passer à l'action. Mais tu as du mal à passer à l'action. Ça te bloque, tu vois. Et en fait, avec l'IA, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas pouvoir décrire des processus et décomposer les processus avec l'IA. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire. Alors, comme vous le savez, j'ai créé une entreprise adaptée, qui est une entreprise qui recrute des personnes handicapées. Et en complément, on a créé ce podcast pour donner la parole à des personnes qui sont elles-mêmes en situation de handicap ou qui accompagnent des personnes qui sont porteurs d'un handicap. L'idée, c'est de donner de l'inspiration, des conseils. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, mais qui est d'actualité. C'est l'intelligence artificielle, avec un invité qui va nous expliquer comment on peut utiliser l'intelligence artificielle au bénéfice direct des personnes qui sont en situation de handicap ou au bénéfice des entreprises qui veulent utiliser l'IA pour mieux adapter les postes, pour mieux intégrer les personnes, pour mieux recruter aussi. Et toute utilisation qui, de toute façon, quand on parle du handicap, sera bénéfique à tout un chacun. Donc c'est un podcast qui va être hyper intéressant. On balayera aussi un peu le spectre de l'autisme, puisque c'est pas un secret, mon invité est porteur d'un trouble du spectre de l'autisme. Et donc on va balayer un peu les différentes appellations autour de ce spectre-là, et puis il va nous donner aussi son avis là-dessus. Alors, prochainement, je prépare des vidéos sur la maison des personnes handicapées, sur l'histoire du handicap, etc. Alors, pensez à vous abonner pour suivre les prochaines annonces de vidéos et bien sûr à liker pour soutenir, puisque l'objectif de ce podcast, il a vraiment pour but de donner de l'inspiration, de promouvoir la visibilité du handicap, à la fois visible et invisible, et donner du conseil. Donc voilà, si vous pouvez nous soutenir avec un petit like et un abonnement, ce serait super. Voilà, et sans plus tarder, donc j'annonce Arthur Lain, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Ghislain de l'invitation. Tu vas bien? Content d'être là. Ça va? Ouais, ça va et toi? On va passer 2 jours ensemble puisqu'en fait aujourd'hui je te reçois dans le podcast Inspire et demain on a le salon Inclusivité à Paris moi j'aurai un stand et toi tu grenouilleras dans ce salon comme d'habitude. Tu as une conférence aussi, il me semble. Oui, bon, j'ai une conférence aussi en effet. Il est modeste. Merci. L'objectif, moi, c'est de donner la parole à des personnes comme toi qui défendent le sujet du handicap, bien sûr, mais aussi qui ne font pas que parler, qui ne font pas que défendre le sujet, qui œuvrent au quotidien. Et donc, c'est pour ça que tu vas nous parler aujourd'hui d'IA, notamment. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, définir un peu qui tu es, voilà, et puis parler aussi un petit peu peut-être de l'autisme avant ça. Ouais, carrément. Écoute, encore une fois, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Visiblement, on va beaucoup se croiser ces prochains jours, ça va être sympa. Alors, me concernant, je m'appelle Arthur, j'ai 25 ans et j'ai différentes casquettes. Effectivement, il m'arrive d'intervenir dans des podcasts, mais je suis actuellement doctorant, donc en thèse de doctorat en communication, actuellement en 3e année. Et à côté de ça, ça va bientôt faire 3 ans que j'entreprends. Et presque 1 an que j'ai mon auto-entreprise qui s'appelle « Je ne suis pas mon handicap », puisque à l'origine, c'était un hashtag que j'ai créé sur LinkedIn pour faire de la sensibilisation. Et ensuite, j'ai déposé le nom pour pouvoir créer cette entreprise. Très concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va faire à la fois du conseil en intelligence artificielle et accessibilité, mais aussi de la formation, puisque je suis aussi formateur indépendant. Et formation intelligence artificielle, accessibilité, conseil, implémentation de l'intelligence artificielle pour la productivité, mais aussi ce qui nous intéresse pour l'accessibilité des postes de travail, l'aménagement des postes de travail, et des conférences en intelligence artificielle et accessibilité. Donc
Et vraiment je une ne offre suis pas mon complète. handicap, un lien avec le hashtag je ne suis pas un handicap ou pas? Alors, Parce que tu as vu ah, Martin Rochon qui fait le 27 mai un événement, mais a mis ça aussi. oui, alors Voilà. c'est ce que je disais à Martin. En fait, c'est marrant les hasards parce qu'en fait, moi, quand j'ai créé mon activité, j'ai déposé ma marque avant que Martin crée son événement. Ah, Donc en fait, moi, ce que je disais à Martin, c'est que c'était marrant les hasards. Et je lui ai dit, je suis sûr, il y a un truc marketing à faire. Je ne suis pas mon handicap qui va, je ne suis pas un handicap. bon, vous avez pas, il y a pas de guéguerre du coup, ça va. Non, 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 vous non, du tout. défendez les mêmes valeurs, donc ça va. Ah oui, oui, on défend les mêmes valeurs, mais du coup, j'ai trouvé ça drôle Ok. quand il m'en a parlé. Avant d'aller plus loin un peu dans ton histoire et puis surtout de l'IA, un petit mot, je le disais, sur l'autisme. Alors moi, tu sais, moi je recrute des personnes, alors j'ai des personnes qui ont des troubles autistiques, qui sont principalement en production, parce que supposément ou à raison, on a cette idée de problématique sociale qu'il peut y avoir, d'interaction sociale et tout ça. Donc c'est vrai que un autiste, ce sera pas le meilleur serveur. Par contre, ça sera un excellent opérateur sur une ligne de production, pour la sécurité alimentaire, pour tout ça. Donc en fait, tu sais, mon point de vue, moi je regarde toujours le handicap sous l'angle des compétences et des aptitudes naturelles. Et pour moi, une personne qui peut avoir un TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, c'est une personne qui va avoir cette rigueur, cette capacité à respecter les normes et autres, qui dans la gastronomie est vachement important. Donc moi, quand je m'étais renseigné, j'avais vu un peu tous les spectres, tous les troubles qui peuvent exister. Donc on connaît l'autisme de type classique, donc ce qu'on appelle aussi l'autisme infantile. Donc c'est celui qui apparaît dès la petite enfance avec des signes évidents. On voit un retard du langage, enfin voilà, tout ce qui apparaît un peu comme ça, qui entraîne des retards, qui peut entraîner justement cet isolement social. Enfin voilà, on voit que l'enfant est, comme on dit, un peu étrange, mais en réalité c'est parce qu'il a cet autisme infantile. Il y a le syndrome Asperger aussi qui a fait beaucoup parler récemment, notamment avec notre éminent philosophe, évidemment c'est de l'humour, Luc Ferry, qui a dit que Elon Musk était taré parce qu'il était autiste Asperger, et revenir dessus en disant donc il est complètement fou. Donc l'autisme Asperger qui est plutôt une forme d'autisme sans retard de langage, au contraire, ni déficience intellectuelle, mais avec des difficultés sociales ou des intérêts qui sont très spécifiques. On voit les autistes Asperger qui peuvent être très très focus sur un sujet en particulier, devenir des pointures. Mais qui ont une vie tout à fait autonome. On avait aussi l'autisme atypique, donc qui est un trouble plutôt qui remplit pas tous les critères de l'autisme classique, qui est un peu plus délicat, mais en fait qui justement a conduit à ce qu'on appelle maintenant les TSA, parce qu'en fait c'est une accumulation de plusieurs troubles en même temps, et il est assez difficile à diagnostiquer celui-là. Après, voilà, on a le trouble désintégratif de l'enfance, on a le syndrome de Rett, on a l'autisme sévère, évidemment, avec déficience intellectuelle. On a le TSA sans déficience intellectuelle. Enfin, voilà, il y avait toutes ces catégories, toutes ces étiquettes, si je peux dire ça. Et aujourd'hui, on a tendance plutôt à parler d'un spectre global, hein, c'est ça? Oui, bah c'est ça. En fait, là, en fait, tout ce que tu as dit, à une époque, ça a eu un sens. Ça a eu des significations particulières, spécifiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les classifications, si tu prends la CIM, donc aux États-Unis, et le DSM, c'est la classification en fait des maladies psychiques. C'est leur appellation à eux. Notamment le DSM-5 et le DSM-5R. Alors DSM, ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent? C'est le manuel de classification des maladies mentales. D'accord. Enfin, j'ai plus le terme en anglais, mais Oui, en gros, en français, ça veut dire ça. Et le français nous ira très bien. oui, voilà, c'est ça. Et du coup, dans ce DSM, donc, qui fait foi, en fait, qui est le manuel de classification diagnostique, donc tu as tous les troubles, tout type de troubles. Dans la dernière version, le 5, et dans sa version encore plus récente, le DSM-5R, donc révisé, on parle de troubles du spectre autistique de manière générale. Tu vas plus avoir de catégorisation comme ça a pu être le cas à un moment, disant par exemple d'un côté autisme Asperger, autisme de Kenner, donc avec déficience intellectuelle. On va vraiment parler d'un spectre, d'un continuum. Ce que tu évoquais sur l'autisme infantile et l'autisme atypique, ça aussi aujourd'hui c'est remis en cause. Et on va vraiment parler l'intérêt de cette notion de TSA, trouble du spectre autistique ou trouble du spectre de l'autisme en fonction. En fait, c'est un peu comme les personnalités, c'est qu'en gros aujourd'hui,
tout un chacun, toute personne, elle a une singularité dans sa personnalité. On va pas dire toi t'es bruyant, toi t'es silencieux, enfin voilà. C'est ça. Donc, voilà. Donc c'est une évolution de l'appellation parce qu'en fait on se rend compte que comme tous les handicaps quasiment, on voit même une personne en fauteuil roulant, elle peut avoir paraplégique, tétraplégique, mais avec juste un bras, un demi-bras, 2 doigts, 3 doigts, etc. Donc en fait on a un spectre de handicap dont les TSA, et donc un spectre de l'autisme, en gros, avec chacun presque une combinaison différente. C'est vers ça qu'on tend. Ouais, bah c'est ça, et c'est surtout qu'en plus, l'enjeu, c'était, en prenant cette appellation-là, l'enjeu, c'était de pas être dans la hiérarchisation des personnes concernées, en disant d'un côté, parce qu'avant, on parlait aussi autisme de bas niveau, autisme de haut niveau, pour justement distinguer, par exemple, ceux qui avaient des déficiences intellectuelles de ceux qui n'en avaient pas. Et de parler du trouble du spectre autistique avec ou sans déficience intellectuelle, ça permet qu'il n'y ait pas de hiérarchisation chez les personnes concernées, en fait. Ok. Ouais, donc c'est une évolution à la fois de l'appellation, mais est-ce qu'au niveau de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou simplement un bénéficiaire de l'obligation de travailleur handicapé, ça change aussi quelque chose ou pas dans le monde du travail? Alors, j'aurais tendance à dire oui et non. Ouais. Oui, parce que théoriquement, ça devrait. Comme j'ai tendance à souvent le répéter, en fait, normalement, dans la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, en fait, aujourd'hui, tu as 2 définitions qui se disputent. Tu as la définition de 2005, la loi du handicap, donc la loi du 11 février, hein, même si je pense que les personnes qui te regardent, ils commencent à connaître puisque tu le répètes souvent, oui, j'imagine. Mais c'est toujours intéressant de rappeler qu'effectivement, il y a en 2005, donc le 11 février 2005, il y a une loi qui s'appelle la loi pour l'égalité des chances, l'inclusion et le handicap, qui avait listé tout un tas de règles et puis de projets pour lesquels certains sont arrivés à terme et beaucoup non. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Voilà, c'est ça. Mais le reproche qui est fait souvent, c'est que la volonté, l'écriture est liée, mais que la mise en place est vraiment très très longue. Ouais, c'est ça, et surtout qu'en plus, dans les pratiques, t'as ce que dit la loi, et t'as la pratique de la loi, enfin, t'as l'esprit et la lettre, en fait. Ouais. Et en fait, par exemple, pour la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, la RQTH, pour avoir cette reconnaissance, les maisons départementales des personnes handicapées, dont tu seras amené à parler, comme tu l'as dit dans des prochaines vidéos, abonnez-vous, likez, voilà, tout ça. En fait, eux, ils prennent une définition complètement lunaire qui est dans le Code du travail, qui a été modifiée une première fois, mais uniquement pour copier-coller la définition qui existait déjà avant, mais qui est en contradiction avec la définition de 2005. Ça veut dire que la définition sur laquelle les maisons départementales se basent pour reconnaître le statut, c'est une définition purement fonctionnelle et médicale du handicap, alors que la définition de 2005 nous dit que c'est un ensemble de facteurs qui sont à la fois effectivement physiques, médicales, mais qui sont en interaction avec l'environnement. Donc déjà, il y a un problème là-dedans. D'accord. Et ensuite, spécifiquement sur le TSA, donc le TSA qui fait partie d'un ensemble plus large qu'on appelle les TND, les troubles du neurodéveloppement. Dans lesquels il y a par exemple quoi d'autre? Ouais, alors tu fais bien de me poser la question. Tu as le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité qu'on appelle le TDAH. TDAH, voilà. Ouais, tu as les troubles 10. Qui ne s'autoproclament pas et qui se diagnostiquent avec un expert médical, n'est-ce pas? Ah oui, non, mais là, de toute façon, là, tout ce que, toutes les appellations que je partage, c'est des professionnels médicaux qui le posent. Ah oui. C'était un petit clin d'œil à tous ceux qui, parce qu'ils oublient les clés à la maison ou parce qu'ils ont un peu trop scrollé sur les réseaux, se prétendent déficitaires de l'attention. Alors après, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, faut pas avoir d'appellation hâtive, mais ce qui est vrai, par exemple, pour le TSA, c'est que tu as beaucoup de phénomènes qu'on appelle l'autodiagnostic, parce que l'accès aux soins et au diagnostic est tellement long que tu as toujours une phase, dans beaucoup de cas, où les personnes concernées, souvent, elles vont être diagnostiquées autistes au bout d'un moment, mais tu as toujours cette phase un peu d'autodiagnostic, parce que le temps qu'ils aient les rendez-vous, la phase de prise en charge, elle est très longue, et donc tu as toujours cette phase un peu intermédiaire où les personnes vont être dans une démarche d'autodiagnostic. Okay. Mais du coup, pour te répondre par rapport à la question du TSA, oui et non, ça a une influence, parce que là, comme je te disais, la définition pour reconnaître la RQTH, il y a 2 définitions qui s'affrontent, et pour le TSA, c'est encore plus compliqué,
Parce que tout simplement parce que les maisons départementales des personnes handicapées sont encore beaucoup dans une observation médicale, fonctionnelle du handicap, et ont beaucoup de mal à prendre en compte les difficultés liées aux troubles du spectre autistique. Et du neurodéveloppement. Et du neurodéveloppement, par exemple. Je vais te donner un exemple très concret. Tu peux avoir un trouble du spectre autistique comme moi, par exemple, faire des études, et pour la maison départementale, à partir du moment où tu fais des études, ça veut dire que t'as pas de problème. Ça veut dire que t'as pas besoin d'aide. En fait, il y a une décorrélation du handicap et des études, qui fait que, en fait, tu fais des études, t'as pas de problème, tu peux te débrouiller tout seul. C'est comme si on disait une personne en fauteuil roulant, à partir du moment où elle a fait un marathon, du coup, c'est bon, t'es plus handicapé, quoi. Oui, c'est ça. Bon, t'as su faire un marathon, donc. Tu vois, si je voulais être encore plus cynique, je dirais, c'est comme une personne en fauteuil, on lui dit, son fauteuil, il roule, donc c'est bon. Tu vois? Tu peux te déplacer, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, mais puisque tu prenais ton cas particulier, ça m'intéresse justement que tu puisses définir de ton côté, toi, ce que tu vis, en fait, quelle est l'appellation du trouble, vas-y. Ouais, carrément. Moi, de mon côté, effectivement, tu l'as dit, trouble du spectre autistique, donc on va appeler plutôt diagnostic tardif, puisque j'ai été diagnostiqué, aujourd'hui j'ai 25 ans, mais j'ai été diagnostiqué quand j'avais... je crois 18 ans, 19 ans, je sais plus exactement. 19 ans, j'ai vu. 19 ans, c'est ça, ouais, 19 ans. Donc oui, effectivement, c'est dit tardif parce que beaucoup aujourd'hui, on va beaucoup vers le diagnostic précoce, entre guillemets, pour avoir un accompagnement des personnes concernées, des parents, des familles, sur les questions du trouble du neurodéveloppement et du TSA. Mais ça veut dire que quand même si le diag arrive tard, il y a quand même eu des signes avant-coureurs à l'école où tu peux avoir du retard d'apprentissage, des choses comme ça ou pas? Alors oui et non. En fait, ce que j'ai tendance à dire souvent, c'est que, entre guillemets, j'ai peut-être une chance qui est que j'ai grandi dans une famille où il y avait toujours, où c'était important de bien travailler à l'école, tu vois. En mode, c'est important que tu travailles bien à l'école parce que c'est comme ça que tu vas, pouvoir trouver ta place dans la vie, avancer dans la vie, etc. Et du coup, j'ai toujours beaucoup travaillé. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, quand on a fait les diagnostics, que j'avais, grâce à ça, grâce au fait que j'avais beaucoup travaillé, j'ai beaucoup compensé, en fait, les difficultés que je pouvais avoir. Et donc, en fait, j'ai pas eu d'aménagement, par exemple, à l'école, jusqu'au bac. Mais après, de manière concrète, quand même, par exemple, les gens, les profs pouvaient dire, on sent qu'il a compris, mais l'exercice, t'arrives pas à le faire tout de suite en classe, ou t'arrives pas à lire, ou... Ah, oui, non, mais carrément. Et effectivement, là, ce que tu dis, c'est très juste. J'ai eu ça quand j'étais en CP. Ça me rajeunit pas, dites donc. J'avais 6 ans, c'est ça. Ouais. Et effectivement, en fait, je comprenais tout, tu vois, mais j'avais un blocage pour la lecture. Et mes profs, en fait, voulaient pas en tout cas, la prof que j'avais à l'époque, vraiment super. Elle avait parlé à mes parents, elle avait dit, mais nous, ça nous embête de éventuellement le faire redoubler parce qu'il a tout compris. Entre guillemets, c'est juste la lecture où il a un blocage. Ça veut pas dire que c'est pas un petit problème. Mais c'est vrai que ils avaient dit, il a tout compris, c'est juste qu'il a un blocage. Et en fait, ça s'est débloqué d'un coup, je crois qu'on devait être mi-juin, juste avant, tu sais, les décisions et tout. Et donc, en fait, je me souviens encore, je rentre chez moi et je dis, ouais, je passe en CE1 et tout, avec la petite fiche, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais c'est bizarre, les lettres, elles font sens, j'arrive à lire, tu vois. Et en fait, je pense que dans plein de situations, j'ai été confronté à cette difficulté dans le sens où les choses ont pris plus de temps pour moi, mais j'y suis quand même arrivé, tu vois. Tu donnerais quoi comme conseil à des parents qui nous regardent, tu vois, par exemple, qui ont leur enfant qui est en maternelle ou en CP, où on voit que le gamin, il est différent, on va dire ça, il est différent, peut-être il comprend, mais il n'arrive pas à lire, et tu sais, et c'est là où il y a tout un débat sur le diagnostic, sur mon enfant il est comme ci, là. Toi, tu donnerais quoi comme conseil après coup, maintenant, avec tout ce recul, peut-être en ayant discuté aussi avec tes parents, sur c'est quoi la bonne démarche, c'est quoi la bonne action à faire, voilà. Alors déjà, je vais préciser une chose d'entrée. Alors moi, j'ai pas d'enfants, donc déjà force aux parents qui ont des enfants. Et déjà, je pense que les parents, dans ces cas-là, ils font au mieux. Faut pas qu'ils se
flagellent en se disant on est les pires parents du monde, etc. Je pense qu'ils font au mieux, chacun fait au mieux par rapport aux difficultés de son enfant, chacun veut le meilleur, en tout cas dans le meilleur des mondes, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Et je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est en fait, c'est de discuter avec son enfant, tu vois, de lui demander, de discuter avec lui les difficultés concrètes qu'il a. Et là, je parle des enfants, mais c'est de manière générale, tu vois, les personnes qui vont être entre guillemets différentes, les personnes handicapées, les personnes qui vont avoir des difficultés spécifiques. En fait, on dit souvent rien sur nous sans nous. En fait, tu demandes aux personnes concernées. Poser la question. Là, les parents, entre guillemets, ils demandent à leurs enfants et ils discutent avec leurs enfants. Peut-être que leurs enfants, ils vont pas pouvoir forcément le formaliser de manière hyper précise, tu vois, mais déjà, je pense pouvoir en discuter sincèrement avec son enfant, ses enfants, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait culpabilisation, parce que parfois les parents, même s'ils veulent faire le mieux possible, c'est tout à leur honneur, tu vois, ils peuvent induire une forme de pression, tu vois, sur l'enfant en disant, en lui faisant comprendre entre guillemets qu'il est différent et du coup que ça peut lui poser problème pour la suite. Et je sais que c'est pas forcément volontaire de la part des parents, mais voilà, vraiment y aller tranquille. Et si ça lui prend plus de temps, ça lui prend plus de temps. Enfin, c'est pas grave. Toi, au niveau moteur aussi, est-ce qu'il y a eu du retard comme ça ou pas? Je sais pas, au niveau de la marche, par exemple. exemple. Ouais. Alors, au niveau moteur, moi, je sais que j'ai su marcher vers 2 ans et demi, quelque chose comme ça. C'est quoi? C'est 1 an plus tard, ça, non? Alors, non. Que la moyenne? Enfin, il me semble que, en tout cas, on peut... 13 mois, les enfants, non? 13 mois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, en gros, ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est 2 ans et demi ou 3 ans. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu du retard pour l'acquisition de la marche. Je me souviens que je marchais, en fait, sur les fesses. Au départ, et tout, je faisais boing boing, tu sais. Et en fait, ouais, j'ai su marcher assez tardivement. Et à certains gestes où j'ai des difficultés à les faire. Mais ça, c'est plus lié au trouble d'épraxie, donc un trouble moteur. C'est la dyspraxie, en fait. Donc, les troubles 10, c'est les troubles des apprentissages. Bien sûr, le plus connu, c'est la dyslexie, par exemple. Là où vous avez, en gros, les lettres, elles dansent. C'est un peu les lettres qui font la tcha-tcha devant vos yeux, genre. La dyscalculie, où c'est les nombres qui vont un petit peu bouger. Et la dyspraxie, en fait, c'est plus lié au côté moteur, où il va y avoir une zone du cerveau, en fait, qui va être, entre guillemets, délaissée. Après, le cerveau, il va compenser autrement. Mais où il y a les messages qui vont avoir du mal à passer, ce qui fait qu'il y a des gestes qui vont être plus difficiles à faire que d'autres. Par exemple, moi, je sais que c'est éplucher les légumes, tu vois, un truc très concret. Enfin, beaucoup de gens le font. Éplucher des légumes, moi, je sais que j'ai des difficultés. Couper des légumes. Tout ce qui est motricité fine, un peu, c'est ça? Motricité fine, faire des lacets, par exemple. Okay. Moi, je sais que ça a été horrible. Ça, tu l'attribues au TSA ou tu rajoutes, du coup, un trouble 10 chez toi? Ouais, alors ça, c'est plus lié au trouble 10. D'accord, ok. Spécifiquement lié au trouble du spectre autistique et au TSA, c'est surtout la difficulté dans les interactions sociales et la difficulté finalement à comprendre les implicites, les sous-entendus, l'ironie un peu. Et oui, là, avec moi, tu as fait beaucoup d'exercices là-dessus, non? Non, ouais. J'en en vois pas mal. Ouais, non mais ouais, c'est vrai. Non mais en plus, c'est vrai que Ghislain fait pas mal de blagues. Donc c'est vrai que parfois, moi, je le prends au premier degré, je me dis, ah ouais, quand même, et tout. Et en fait, non. Mais en fait, tu vois, d'un côté, ce que j'aurais tendance à dire aux gens, c'est que parfois, ça crée des situations assez cocasses, tu vois. Mais d'une certaine manière, ça protège aussi. Parce que quand t'es différent, par exemple, à l'école, moi, je sais que j'ai été confronté à peut-être une forme de harcèlement aussi. Mais quand t'es différent et que tu saisis pas forcément le premier degré, enfin le second degré, pardon. Ouais. C'est ça. En fait, ça te protège. Ah ouais, carrément. Ça te protège parce que comme tu ne te rends pas forcément compte de ce que ça implique derrière, tu te dis, bah, c'est juste bizarre, mais en fait, tu le formalises pas et donc ça te protège en quelque sorte. Ouais, j'ai un copain qui fait des pancartes comme ça, qui tu connaître Charity, là, qui fait souvent des pancartes, qui dit justement que pour lui, pour l'enfant, en fait, toutes les critiques qui peuvent être faites, en fait, lui, il s'en rend pas compte. Et que c'est les autres qui paraissent étranges quand ils font ce genre de blagues plutôt que... oui, non, mais c'est ça. Et en fait, dans ça, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi dans les disability studies aux États-Unis, le retournement du stigmate. Comment est-ce que la société, dans la manière dont elle va stigmatiser justement la différence, les personnes concernées vont se réapproprier ça
pour le retourner, en fait. Un peu un retour à l'envoyeur, tu vois. Ouais. D'ailleurs, on va faire, tu parlais des troubles 10, on va faire une vidéo spécifique avec Cassandra sur les troubles 10. On va vraiment les détailler un par un. Donc, justement, abonnez-vous pour pouvoir suivre ces prochaines vidéos. On va vraiment prendre tout ce que tu as dit, la dysphasie, la dyspraxie, la dyscalculie. On va détailler chacun de ces troubles-là voilà, dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va parler d'IA aussi, intelligence artificielle, justement, parce qu'une fois qu'on a balayé un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui, simple, qu'est-ce qu'on a comme outil, parce que tout le monde parle de l'IA, comme notamment l'IA générative pour tout ce qui va être rédaction de texte, correction, on parle du droit, on parle de l'IA aussi appliquée aux secteurs médicaux et autres. Moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui avec toi, c'est de faire un petit focus sur l'IA au service du handicap. Juste après toi, je reçois Rose, qui est malentendante, qui est même devenue sourde, et qui, elle, grâce à la technologie, peut faire énormément de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA si on met deux catégories, on va dire tout ce qui a un intérêt direct pour les personnes handicapées et tout ce qui peut avoir un intérêt indirect pour une entreprise qui veut améliorer sa culture inclusive et qui veut recruter des personnes handicapées, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? Bien sûr. Alors déjà, tu dis un truc hyper important qui est que l'aménagement pour une personne handicapée, ça profite à tout le monde. Bien sûr. Enfin, de toute façon, j'ai pas à te convaincre, mais du coup, je le redis pour ton audience. Si jamais il tombe une première fois sur une vidéo et tout, ça profite à tout le monde. On peut mettre un exemple concret? Ouais, bien sûr. Je vais t'en donner un, moi, par exemple. Tu vois, tu as une personne qui a un trouble anxieux, assez sévère. Tu compenses son handicap en lui envoyant l'ordre du jour avant. Tout le monde va apprécier de l'avoir. Ah oui. Tu vois, non mais tout le monde. Donc tu le fais pour peut-être une personne, mais en réalité c'est au bénéfice de tous. Et tout ce qui va être aménagement de ce type-là, c'est bénéfique pour tout le monde. Tu peux même avoir après tout ce qui est handicap passager ou maladie invalidante pour tout ce qui est accessibilité. Tu peux avoir une personne qui se casse le pied, qui a un accident au football, elle va être contente de pouvoir accéder aux locaux, même si à la base elle n'est pas forcément en situation de handicap. Ça peut être passager. Je te laisse continuer. Non, mais je te rejoins complètement. Alors, par rapport à ta question, moi je distingue plusieurs phases où l'intelligence artificielle peut être mise au service du handicap de manière directe ou indirecte. Avant même l'arrivée sur le poste, en fait, de la personne concernée, l'IA peut être utilisée pour favoriser l'inclusion. En recrutement, tu veux dire? En recrutement, par exemple. Voilà, okay. Oui, avant même l'arrivée sur le poste, parce qu'il faut bien un recrutement avant. Ouais. En recrutement, par exemple, tu peux avoir des outils d'IA existants qui sont pas parfaits. Il y a toujours une supervision humaine, ça je le répète tout le temps. Tu as l'outil, mais derrière, il y a toujours la responsabilité humaine. Tu peux pas dire c'est l'IA. Non, en fait, tu es responsable, donc tu utilises l'IA et après, tu retravailles derrière. Donc, tu vas avoir différents outils d'IA existants ou améliorés par l'IA qui existent pour diminuer les biais, les biais discriminants liés au handicap, par exemple, dans les offres d'emploi. Par exemple. D'accord. Ah, carrément, tu te sers de la machine pour justement lui dire ne sois pas discriminant. C'est ça. En fait, ces IA-là vont être paramétrées de manière à détecter les biais. Après, elles vont avoir elles-mêmes leurs propres biais, mais par exemple, tu as Textio ou tu as Diversio qui vont permettre d'analyser les offres d'emploi et de regarder, bon bah là, c'est peut-être biaisé, les critères qui sont demandés sont peut-être biaisés. Donc ça, c'est plus au niveau du recrutement. Après, sur le poste, la personne, là, on va prendre un cas vraiment concret. Tu vois, Clara, elle a 29 ans, par exemple. Donc, sur son poste, ils utilisent ça pour diminuer les biais. Donc, les outils dont j'ai parlé, voilà, enfin, Textio, Diversio, etc. Imaginons que la personne, elle est aussi malentendante. Ils vont utiliser des solutions de retranscription pour des visios, par exemple, Whisper d'OpenAI, Nota, etc., ou les solutions directement implémentées sur Teams de Microsoft ou sur Zoom, par exemple, qui sont pas parfaits, mais qui ont le mérite d'exister, qui font de la transcription en direct. Ouais, c'est vrai ça. D'ailleurs, j'avais fait un post sur Nuta, c'est un outil qui était super que j'avais que j'utilisais, où en fait ça résout le problème sur la transcription, ça résout le problème sur plein de choses. Après, il y a toujours des corrections à faire, on va être honnête. Oui, mais bon, attends, t'as déjà un travail de ouf qui est fait, quoi. C'est qu'en gros. Ah oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ça nous fait gagner énormément de temps, mais derrière, il y a toujours un truc, si tu veux un truc un peu propre, tu dois quand même le modifier un petit peu, quoi. Mais c'est quand même des résultats hyper quali, effectivement. Donc ça, tu vois, c'est avant la prise de poste. Ok. Clara, elle est recrutée. Ou pendant le poste, oui. Ouais, ou pendant le poste, ou pendant les entretiens, etc. Clara, elle est recrutée, et il faut lui permettre
rester en emploi, la maintenir en emploi et voilà que l'on compense en fait son handicap. Donc c'est l'aménagement raisonnable, donc l'obligation de l'employeur d'aménager le poste de travail. Pourquoi tu dis obligation d'employeur? Parce que le principe d'aménagement raisonnable est une obligation légale de l'employeur. D'accord. Et souvent les employeurs ont tendance à l'oublier, mais c'est une obligation légale. Oui. Mais qui du coup, des fois, conduit à la discrimination, malheureusement. Ça conduit à la discrimination, mais faut qu'elle soit pensée de manière intelligente. Ça veut dire, pas pour discriminer, mais pour permettre le maintien en emploi de la personne. Non, mais ça, évidemment, c'est ce qu'on défend comme valeur. Mais tu vois, c'est que par ces obligations, des fois, en fait, on vient apporter la discrimination parce qu'on veut y échapper. Bien sûr. Après, c'est le serpent qui se mord la queue un peu. Mais mieux vaut ça que rien du tout, tu vois. Oui. Ou que payer des contributions à GFIP parce qu'on n'atteint pas le quota. Oui, enfin ça c'est un autre sujet du coup. Mais effectivement, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le poste de travail, tu peux adapter. Par exemple, tu peux mettre en place des technologies d'assistance qui existent déjà sur les systèmes d'exploitation des entreprises, que ce soit Windows, enfin que ce soit Microsoft ou que ce soit Mac. T'as énormément de réglages d'accessibilité de base qui sont déjà sur les machines. C'est juste les gens sont pas au courant qu'ils existent. Alors que si tu le mets en place directement sur la machine, en fait, entre guillemets, c'est gratuit puisque l'outil, il est déjà en interne. Oui, mais même VoiceOver, qui est un outil incroyable. Ah non, mais carrément. Et en fait, les gens n'ont pas conscience que ça existe, alors que ça peut déjà aider. C'est pas parfait, mais ça peut aider. Après, tu as des solutions qui peuvent être ajoutées, comme Facility, par exemple, tu vas pouvoir changer la présentation du document qui t'est fait. T'as Glaster aussi. D'ailleurs, c'est une start-up française, Glaster, qui va faire, grâce à l'intelligence artificielle, qui va rendre accessibles des documents pour les personnes qui ont des troubles 10 ou qui sont daltoniens, par exemple. Grossir les lettres, grossir les espacements entre les lignes, les couleurs des lettres pour mieux focaliser sa vision. Est-ce que on peut dire que c'est une traduction en FALC, donc facile à lire avec... Alors non, c'est pas du FALC. C'est pas du FALC. Donc le FALC, c'est facile à lire et à comprendre. Voilà. Mais c'est pas du FALC. Non, c'est pas du FALC. Ça s'adapte. Mais c'est une méthode d'accessibilité. D'accord. Mais c'est pas du FALC. Ok. C'est pas du FALC, mais ça suit les principes de l'accessibilité universelle sans être du FALC. Ok. Parce que le principe du FALC, c'est de faire le document, mais avec une personne concernée. Ok. Donc oui, tu as les outils d'aide à la lecture. Tu as tout ce qui va être description d'une image, donc Glaster, mais aussi Be My Eyes, par exemple, pour les personnes qui vont être malvoyantes. C'est une solution qui utilise l'IA, mais c'est à la fois des bénévoles en temps réel et dans la phase même de conception de l'outil, ils ont fait appel à des personnes concernées directement pour construire la solution. Donc c'est une solution qui est entre guillemets assez appréciée par les personnes concernées, qui est pas, pour le coup la version gratuite fait très très bien le travail. Donc vraiment ça c'est une solution qui existe. Donc tu as tous les aménagements, les technologies d'assistance qu'il va y avoir sur le poste. Et lié à ça, l'aménagement raisonnable, au-delà de l'intelligence artificielle, par exemple sur la décomposition des consignes. Moi j'aime beaucoup par exemple mettre à disposition des utilisations de l'intelligence artificielle qui vont décomposer les consignes. Tu parlais de l'anxiété tout à l'heure, trouble anxieux. Quelqu'un qui a un trouble anxieux ou quelqu'un qui a un trouble déficitaire de l'attention, on va avoir du mal à initier la tâche parce que ça nous semble un peu flou. Enfin, on sait à peu près ce qu'il faut faire, mais on a du mal à initier la tâche parce qu'il y a plein d'informations. On a du mal à hiérarchiser. Pour qu'on comprenne, c'est un peu devant la feuille blanche, on peut pas démarrer quoi. C'est un peu comme on l'a connu à l'école quand on est devant la feuille blanche qu'on doit démarrer. C'est ça. C'est un peu ça qui se passe pour. C'est ça. En fait, tout est dans ta tête. Ouais. C'est clair dans ta tête. Mais pour passer à l'action. Mais t'as du mal à passer à l'action. Ça te bloque, tu vois. Et en fait, avec l'IA, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas pouvoir décrire des processus et décomposer les processus avec l'IA. En 1, tu fais ça. En 2, tu fais ça. En 3, tu fais ça. Et moi, je sais que c'est hyper rassurant pour moi. J'adore utiliser cette fonctionnalité-là, qui est pas si difficile que ça à utiliser. C'est entre guillemets simple, hein, là. Souvent, moi, je donne des solutions qui peuvent paraître simples, mais encore faut-il le savoir. Donc, tu vas avoir ça. Mais c'est tout l'idée du podcast, justement, c'était de... ouais, non, mais carrément. Après, on peut te suivre sur les réseaux, tu en parles un petit peu de ça. Oui, carrément. Bah, surtout sur LinkedIn, hein. Trouvez-moi sur LinkedIn, Arthur Lin, et pareil pour les podcasts. Donc, il y aura probablement ce podcast-là qui sera aussi sur la playlist, dédiée.
Mais au-delà de ça, en fait, l'IA, au-delà d'aider pour l'aménagement de poste, etc., c'est avant tout l'amélioration pour tous les salariés. Pour tous les salariés, c'est l'effet bateau, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ordre du jour avant la réunion. Ça, tout le monde est content de l'avoir avant. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, mais c'est un exemple. C'est hyper, carrément. je veux dire, c'est hyper concret, ça parle à tout le monde. Et là, c'est pareil. L'intelligence artificielle, ça peut aider sur l'inclusion, mais ça peut aider sur la productivité, sur la qualité de vie au travail des personnes, et donc améliorer le climat au sein de l'entreprise, renforcer la fidélisation. À une époque où les entreprises ont dit beaucoup, c'est compliqué de manager la Gen Z parce qu'elle est un peu tout feu tout flamme. C'est ça. Et c'est compliqué de la manager. Bah en fait non, c'est pas que c'est compliqué de la manager, c'est que je pense qu'on a des désirs un peu différents de nos aînés. D'ailleurs, il y a une étude de l'Institut Montaigne qui est sortie là-dessus, où ils ont interrogé plein de jeunes. Et les deux choses qui sortent le plus fréquemment dans cette enquête, les désirs des jeunes et le travail, c'est la rémunération, et 2, la qualité de vie au travail. Avec l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a un ordre ou pas? Est-ce qu'il y a un ordre? Ouais. Alors, 1, la rémunération. D'accord. Ça ressort en premier, ça? Ouais. Ok. 2, la qualité de vie au travail. Et 3, 2 et 3 sont à égalité. Mais 3, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir ça en tête, parce que l'IA va pouvoir aider à la fois les personnes en situation de handicap, mais tous les salariés. Tous les salariés vont être plus âgés sur leur poste de travail. Ça va demander des aménagements. Aujourd'hui, il y a des réglementations qui arrivent. Vous avez... Ça, c'est l'étude dont tu nous parles, c'est quoi? C'est l'Institut Montaigne, c'est Ouais, ça? c'est l'Institut Montaigne. C'est sorti tout récemment, là, vraiment début mai. Ah oui, parce que j'avais pas lu ça il y a quelques temps, Ouais. donc c'est un peu voulu. Non, ça a sorti vraiment début mai. Ouais, en fait, c'est la suite d'une étude qu'ils avaient fait il y a 1 an, où en fait, ils ont fait plusieurs segments de cette étude, et là, c'est vraiment le rapport final qui est sorti. Ah oui. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant pour le coup. Carrément, faut que je la mette en avant, parce que nous, avec nos frigos connectés, on intervient sur les 2 sujets, du coup. Oui. La rémunération, pourquoi? Parce que nous, on va pas payer les gens, mais en fait, ils vont retrouver du pouvoir d'achat, parce qu'on vend des super plats de restaurant, mais beaucoup moins cher dans les boîtes. Et 2, la qualité de vie au travail. Quand tu as un bon repas, une bonne pause déjeuner, en plus, avec une personne en situation de handicap qui te fait les services et tout, c'est cool. Donc, je vais le mettre en avant. D'ailleurs, en plus, je confirme, ces repas sont très bons. Ah oui, c'est vrai que oui. On a eu l'occasion d'être sur un tournage avec Ghislain, et ces repas sont très bons. Donc, n'hésitez pas aussi. Et oui, en fait, là, tout ce qu'on dit, c'est finalement comment est-ce que tu vas accepter l'autre en tant qu'humain? Comment est-ce que tu vas l'intégrer pour qu'il trouve sa place, l'inclure pour qu'il trouve sa place? Et derrière, malgré tout, puisqu'on est humain, on a toujours un peu la peur du gendarme. Et là, tu as 2 réglementations qui arrivent en ce moment. L'IA Act, qui encadre les usages de l'intelligence artificielle, les usages éthiques de l'IA, parce qu'il y a des enjeux aussi là-dessus, protection des données, une obligation de formation pour les entreprises. C'est pour ça que, pour moi, en ce moment, c'est bien, parce que j'ai la réglementation européenne qui m'appuie. L'obligation de formation sur les usages de l'intelligence artificielle auprès des entreprises, et l'European Accessibility Act, qu'on appelle aussi l'EAA, qui entre en vigueur fin mai, début juin, qui impose aux entreprises leur plan d'action d'accessibilité, notamment d'accessibilité numérique. Donc, tu as ces 2 réglementations qui arrivent, et c'est hyper important pour les entreprises, au-delà de la réglementation, d'être dans cette démarche-là. Et toi, ta singularité, c'est que ta formation, tu vas pouvoir aussi l'orienter pour qu'elle soit la plus inclusive possible. C'est ça que tu vas te démarquer avec ça? Bien sûr, la plus inclusive possible, et surtout la plus adaptée au cas d'usage métier des personnes. Moi, j'ai des trames de formation. Après, sur les cas d'usage, je vais vraiment m'adapter au cas d'usage métier de la personne. Par exemple, j'ai formé une personne, t'es plus au niveau stratégique dans une collectivité territoriale sur de l'éducation. Je vais pas faire la même chose que quelqu'un qui est responsable de ce qu'on appelle les habilitations électriques. Donc, c'est des cartes, en fait, des cartes et des agréments qu'on donne aux personnes qui travaillent, par exemple, sur les lignes à haute tension, etc. Ce sera pas les mêmes cas d'usage. Mais dans les 2 cas, l'intelligence artificielle va pouvoir les aider à formaliser, à synthétiser, à construire des plans stratégiques, à aller plus vite, mais aussi
je pense que l'intelligence artificielle aussi rend visible ce que, de manière claire, ce pourquoi tu veux passer du temps et ce pourquoi tu ne souhaites pas passer de temps et que tu souhaites, entre guillemets, soit externaliser l'intelligence artificielle, soit semi-automatiser parce que ça te prend du temps. Tu peux donner un exemple concret là-dessus? Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, je sais pas, tout à l'heure tu me parlais de l'ordre du jour. Ouais. Ouais, si par exemple, imaginons toi chez Trèfle, imaginons que tu as une réunion toutes les semaines. Ouais. Bon, j'imagine que tu en as plus qu'une, mais on part sur un exemple d'une réunion. Si l'ordre du jour c'est un peu tout le temps les mêmes points, et que toi ça te gave de devoir le refaire enfin même si j'imagine que tu as déjà une trame, mais de devoir le refaire tout le temps, en fait tu vas lier des outils d'intelligence artificielle, par exemple à ton traitement de texte, et tu vas créer ce qu'on appelle des automatisations qui vont générer automatiquement l'ordre du jour, l'envoyer sur une liste de diffusion mail. Toi, tu as juste à vérifier ensuite et ça envoie, tu vois. Ouais, donc ton idée, c'est que il y a l'intelligence artificielle qui sait faire le travail et que l'étape d'après, c'est pour libérer la charge mentale et la charge de travail à la personne qui doit faire ça, pour pas que ce soit un poids sur elle. Elle le faisait pas avant, elle doit le faire maintenant. On peut l'automatiser de manière à ce que ce soit quasiment transparent avec juste une petite révision. C'est ça. Mais avec toujours la phase de révision. Sûr, la révision, ouais. Mais là, en plus, en tant que responsable de la réunion, tu en profites aussi parce que du coup, c'est clair. Toi aussi, ça te donne une trame qui est hyper claire, quoi. Donc, l'automatisation, elle marche pour les deux, quoi. C'est ça. Bah là, je te parlais d'un mail, mais ça peut être aussi sur plein d'autres processus métiers, en fait. Ok. Et en plus, tous ces outils sont valables pour toutes les étapes de la vie courante. Après, on parle beaucoup du boulot, mais en réalité, une personne, elle peut s'en servir toute sa vie, quoi. Ah oui, la vie d'une personne ne s'arrête pas quand elle a fini sa journée. J'ai une question comme ça, qui n'a rien à voir. Toi, justement, dans tout ce qui est en rapport avec le handicap et autres, tu prends souvent la parole pour donner des petits coups de gueule. Ça t'arrive Non, c'est un euphémisme. Arthur gueule beaucoup. Non, mais c'est quoi, toi, le sujet pour lequel vraiment tu t'agaces le plus, vraiment tu sens qu'il y a un problème quoi à traiter? Alors, en fait, il y en a tellement, et je pense que... Celui qui t'irrite le plus. Celui qui mérite le plus. Celui qui mérite le plus, en fait, j'en parle souvent, en fait. Pour moi, c'est la question. Ça peut sembler un peu technique, mais c'est hyper concret pour les personnes qui le vivent. C'est la question des cumuls de plafond entre l'allocation adulte handicapé, par exemple, et le revenu d'activité. Aujourd'hui, il y a un impensé au niveau des pouvoirs publics qui est que si tu as l'allocation adulte handicapé, forcément, tu ne travailles pas. Alors que, par exemple, les personnes qui sont indépendantes handicapées, les TIH, travailleurs indépendants handicapés, et ben en fait, ils vont pouvoir travailler, avoir leur activité, mais lié à la fatigue chronique, lié à des choses, il y a des moments où ils vont pas pouvoir être en mesure de travailler. Et ça, pour les maisons départementales des personnes handicapées, on en revient encore à elles, décidément. D'ailleurs, s'il y a une personne de la NDPH ou haut placé qui veut un droit de réponse sur tous les sujets, parce que j'en ai une grosse liste, ça serait très 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 intéressant. J'arrive pas à trouver quelqu'un qui pourrait venir répondre à ces questions sur les délais, sur tout ça, parce que en fait le principal problème d'un problème, c'est quand il n'est pas traité, quand il n'est pas évoqué. Donc s'il peut être traité par une personne qui peut apporter des réponses, ça serait hyper intéressant. Après en fait, ça va vraiment dépendre des départements. Oui. Là, figure-toi, là je suis moi-même en préparation d'un épisode spécial sur la NDPH sur un autre podcast. Qui va, je pense, faire parler parce qu'on va vraiment aller dans le fond des choses. Mais moi, le gros problème, c'est ça, c'est ce plafond de cumul. Il n'y a pas eu la déconjugaison il n'y a pas longtemps? Si, tu as eu la déconjugalisation. C'est dur à dire. Déconjugalisation. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui veut dire quoi exactement? En gros, ce que ça veut dire en français, c'est que avant. C'est déjà du français. Mais en c'est pas du falc, mais en langage clair, voilà. Ce que ça veut dire en langage clair, c'est avant, quand tu avais l'allocation adulte handicapé, la CAF calculait le revenu du foyer, donc le conjoint. D'accord. Si par exemple tu étais une femme, si ton conjoint gagnait au-dessus du plafond, tu n'avais pas d'AH et tu dépendais de ton conjoint financièrement. Et ça a été déconjugalisé, ça veut dire que la CAF ne prend plus théoriquement en compte les revenus du conjoint. Okay. Et donc, ça permet une certaine autonomie financière, par exemple, pour la femme ou pour la personne qui touche l'AH au sein du foyer, tu vois. Okay. Donc ça, c'était un des sujets aussi qui était agaçant à une époque, notamment pour les hommes ou les femmes qui étaient dépendants. C'est ça. Et qui a changé. Et toi, là, ce que tu défends comme idée, c'est que
si on est reconnu personne handicapée, on a du coup une allocation qui est pas élevée. Et si en plus on arrive à se bouger, à travailler, eh ben, il faut la garder pour que ça soit une forme de compensation de la vie courante. Faut la garder parce que en fait l'idée, et je trouve tout à fait juste, attention, qu'il y a un plafond, c'est normal. Oui, oui. Sauf que là, il est trop faible. Ça veut dire, aujourd'hui, pour une personne seule, pour que les gens se rendent compte, la hache, c'est 1016 € par mois, mais c'est à taux plein. Ça veut dire, imaginons, t'as vraiment rien, c'est 1016 €. Mais, et dès que tu gagnes un petit peu, par exemple, avec une activité indépendante, dès que tu vas gagner 100 € par exemple, alors le plafond est un tout petit peu plus élevé, mais c'est pour l'idée, en fait, tu vas perdre tout le reste de ce que t'as, tu vas le perdre. Et ça te donc maintient. C'est là où on en vient à des réflexions du genre, il vaut mieux rester à la maison presque et rien faire que bosser. C'est ça. En fait, ça te maintient en précarité et sous le seuil de pauvreté, alors qu'en fait, les gens, ils ont envie de travailler. C'est juste qu'on a envie qu'on nous donne les moyens de travailler. Beaucoup de gens sont, par exemple, indépendantes parce que le marché du travail, même si t'es un peu une exception dans ce que j'ai pu observer avec l'entreprise adaptée, etc. Toi, t'as un engagement vraiment fort sur la question. Et on sait très bien, par exemple, en milieu ordinaire, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de trouver sa place. C'est pour ça que beaucoup de personnes se mettent de plus en plus en tant que travailleurs indépendants handicapés. Et pour moi, ce serait vraiment cohérent qu'on puisse conserver cette allocation-là, tout en ayant des revenus, quitte à augmenter le plafond ou à modifier la manière dont c'est pris en compte. Parce qu'aujourd'hui, ça met vraiment les gens en difficulté, puisque ça les maintient sous le seuil de pauvreté, en fait. Et en fait, c'est inacceptable. Tu dois pas avoir à choisir entre l'aide que te propose la collectivité et le fait de travailler et d'être digne en tant que personne, quoi. Oui, ce qui est à distinguer de l'aide au retour à l'emploi, qui est donc l'allocation chômage, où là, par le coup, c'est temporaire, on le sait, c'est pour retourner un emploi. Alors qu'on retournera pas dans la vie, on retrouvera pas sa validité avec une allocation adulte handicapé. On a un handicap, on l'aura quasiment à vie pour la majorité. Oui, voilà. Ça, c'est un message que j'aimerais aussi passer à la MDPH, plus sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Je pense que vous le savez, mais un rappel est toujours bon. En 2023, le législateur a passé une décision intelligente. 2022, oui, pardon. Sur ce qu'on appelle les SLD, sans limitation de durée. Oui. Ça veut dire que vous comprenez bien, par exemple, moi qui suis autiste ou une personne qui va être... qui a 2 jambes en moins. Voilà, qui a 2 jambes en moins, en fait, ces jambes, elles vont pas repousser au bout de 5 ans. Donc, en fait, c'est quoi l'intérêt de devoir imposer à la personne de refaire un dossier, sachant que sa situation, enfin, ses jambes vont pas repousser. Mais la loi est passée là-dessus. C'est fini, ça. Normalement, tu as la reconnaissance à vie. Le truc, c'est que depuis 2022, oui, mais c'est que de 2022, il faut repasser jusqu'en 2027 maximum, selon quand tu as eu. Et à part cela, tu auras la reconnaissance de longue durée. Ouais, mais en fait, ça dépend vraiment des départements. Tout à l'heure, ils n'appliqueraient pas la loi. Bah oui, mais en fait, t'as énormément de départements qui appliquent pas la loi, ils s'assoient dessus, en fait. Oh là là, ok. Droit de réponse important. Ah oui, non, mais bien sûr, droit de réponse important, mais en fait, on parle beaucoup de la MDPH. D'accord. Mais la MDPH, c'est qu'un maillon de la chaîne. Au-dessus de la MDPH, tu as ce qu'on appelle la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, qui coordonne les MDPH et qui est censé coordonner les pratiques. Okay. Je dis bien censé parce qu'en réalité, les décisions d'un département à l'autre pour une même pathologie, tu ne vas pas obtenir les mêmes droits alors que c'est censé être unifié sur l'ensemble du territoire. Ok. Bon, du coup, j'en viens à ma question, mais je crois que j'ai la réponse déjà. La dernière, elle est rituelle. C'est la question de savoir si demain tu avais un pouvoir ou une baguette magique et que tu étais au ministère, c'est quoi le premier projet de loi que tu mettrais en place? Du coup, on parle de quoi? On parle du maintien à l'emploi, on parle de l'allocation, on parle de quoi? Ça serait quoi ton premier projet? Je pense que le projet de loi à mettre en place, ce serait de, enfin, je vais peut-être te surprendre, mais ce serait peut-être pas l'allocation. Effectivement, l'allocation aurait sa place, mais ce serait de changer le guide barème pour appliquer vraiment les textes internationaux auxquels la France est soumise pour changer le modèle du handicap, aller sur un modèle plus social, et aussi remettre en cause le monopole des associations gestionnaires que je salue. Je vais pas me faire des amis avec ce podcast. Ah oui, non, mais je sais, mais c'est pas grave. En tout cas, mes propos ne concernent que moi, donc oui, bien sûr. Et puis chacun a un droit de réponse. Évidemment. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a des choses à faire sur la représentativité des personnes concernées. Tu vois, c'est comme pour les syndicats de salariés, etc. Est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs des salariés? Bah là, pour les personnes handicapées, c'est pareil. Je pense qu'il y aurait des réformes à faire sur la manière dont ils sont représentés,
par exemple le Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour ne pas le citer, je pense qu'il y aurait des choses à faire sur la gouvernance, sur qui est dans ce conseil, sur les pouvoirs effectifs de ce conseil, que ce soit plus uniquement consultatif, mais que ce soit contraignant pour le gouvernement. Et sur, en fait, donner la parole aux personnes concernées et arrêter d'être parlé, comme aurait dit Bourdieu pour la condition ouvrière, en fait. Ok. Voilà. Bon, mais super. En tout cas, c'était hyper riche, tous ces éléments. J'espère que ça vous a plu. Tu m'enverras une petite liste là, de tous les outils dont tu as parlé, s'ils sont évidemment éthiques. Et on fera une liste qu'on partagera pour que vous puissiez la consulter. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Arthur. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On aurait pu faire 2 heures quasiment avec tout ce que tu as à dire, tout ce que tu as à partager. Mais tu me réinviteras, c'est pas grave. Oui, voilà, on partira sur notre sujet. Donc, pensez évidemment à liker, vous abonner. Et puis surtout, si vous avez des idées ou des questions à poser, mettez-les en commentaire. L'espace est à vous. On y répondra, Arthur et moi. Et ça permet aussi de partager aussi des sujets de vidéos que vous voudriez qu'on fasse sur la chaîne, sur des conseils ou sur des invités, même si vous avez des idées d'invités. Voilà. Merci encore une fois à tous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.